Ils sont 80 économistes français et comme un seul homme, ils ont signé un appel à sortir de l'impasse économique. L'économiste atterré Philippe Askenazy en fait partie. Il prône dans un livre un changement radical d'approche en France et en Europe. Un point de vue qu'il explicite dans son dernier ouvrage. Ça s'appelle Tous rentiers. Il y pourfend la pensée politique dominante et les nouveaux monopoles. Bonsoir Philippe Askenazy. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la grande édition de TV5 Monde. Vous êtes donc l'auteur de ce livre Tous rentiers pour une autre répartition des richesses, édition Odile Jacob. Alors, le Premier ministre Manuel Valls, ça ne vous a pas échappé, a annoncé tout à l'heure le report de 2 semaines de la présentation du projet de loi sur la réforme du Code du travail. Selon lui, il faut lever un certain nombre d'incompréhensions, comprenons d'ambiguïtés. On sait que c'est un texte très controversé. Vous, qu'en pensez-vous ? Déjà, c'est un texte très très long. Il faut plus de 35 heures, je pense, pour pouvoir le lire dans les détails. Et il comporte beaucoup d'éléments. On parle souvent des aspects contrat de travail, mais il y en a d'autres qui, je pense, sont bien plus importants, notamment ceux qui, par exemple, touchent la santé des travailleurs de manière assez étonnante. Par exemple, il y a une facilitation pour les employeurs de permettre aux jeunes apprentis, des apprentis de 15-16 ans, de travailler jusqu'à 10 heures par jour. Auparavant, il fallait une autorisation du médecin du travail. Et là, dans la première version du texte, il n'y aurait même pas besoin. Il y aurait juste une information donnée au médecin du travail. Donc, on parle d'un certain nombre d'éléments, mais je pense que les éléments essentiels touchent à la santé et à la sécurité des travailleurs français. Et sur les éléments qui sont censés assouplir le système pour relancer l'emploi et lutter contre le chômage, quel est votre avis ? Si vous voulez, là, il y a un problème quasi idéologique. Une partie de mes collègues économistes, et visiblement le gouvernement, croient qu'en facilitant les licenciements, en affaiblissant la position des salariés dans l'entreprise, on va favoriser l'emploi. Une autre partie des économistes, dont je fais partie, ne voit pas comment cette mécanique peut fonctionner. Et d'ailleurs, on ne l'a pas vu auparavant. C'est-à-dire que la plupart des travaux qui ont essayé de se pencher pour voir s'il y avait une relation entre le droit du travail, la facilitation des licenciements et la création d'emplois, eh bien, n'ont rien trouvé. Ce n'est pas comme cela qu'on relance l'emploi, que ce soit en France ou à l'étranger. Justement, vous parlez de l'étranger. Prenons l'Italie. François Hollande, le président français, et son Premier ministre, Manuel Valls, prennent souvent l'exemple de Matteo Renzi, le Premier ministre italien, le chef du gouvernement italien, en disant « Nous essayons de faire ce que lui fait en Italie, et en Italie, il a réussi à relancer l'emploi. » Alors, il y a deux forfaitures, en quelque sorte, derrière ce discours-là. La première, c'est de dire que le type de réforme est le même que ce qui a été fait en Italie. Et puis, deuxièmement, que les réformes italiennes expliquent la situation de l'emploi aujourd'hui dans ce pays. Si on va sur le premier point, en Italie, les réformes Renzi, c'est des subventions pour relancer rapidement l'emploi. Des contrats courts. Des contrats courts, essentiellement. Deuxièmement, la mise en place de ce dont on parle souvent en France, le contrat unique, c'est-à-dire avec des droits progressifs, mais c'est une forme de CDI. Ça, c'est pour éviter les CDD à répétition qui n'aboutissent pas en CDI. Voilà, exactement, ça serait ça en théorie. C'est ça qu'attendaient les économistes italiens. Et puis le troisième point, c'était la suppression de ce qu'on appelait l'article 18 qui, lorsqu'il y avait un licenciement abusif, imposer aux employeurs de reprendre les salariés. Si on va sur cet article 18, c'est déjà le cas en France. Il n'y a pas d'obligation, il y a simplement des indemnités à verser aux salariés. De contrat unique, c'est pas ça du tout qu'il y a dans la loi El Khomri telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Et puis si on va, donc les lois sont différentes, et puis si on va dans le cas de la loi de Matteo Renzi, eh bien aujourd'hui, les créations d'emplois sont, en tout cas dans les premières évaluations, pas liées à la loi Renzi, mais plutôt à une situation qui est la pathologie de l'économie italienne, qui est que dès qu'il y a une reprise économique, eh bien, il y a très peu de gains de productivité, la croissance potentielle est faible, et donc lorsqu'il y a un petit peu de croissance, eh bien, on crée beaucoup d'emplois, mais l'Italie elle-même ne s'enrichit pas. Alors, dans votre livre, vous démontez certains dogmes du discours politique et économique actuel, de droite comme de gauche, en tout cas, y compris d'une partie de la gauche. Le vrai problème, selon vous, vient plutôt de ce que vous appelez les monopoles. Alors, quels sont-ils et que voulez-vous dire ? Oui, alors c'est pour ça que j'utilise tant le terme de rente. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est dans une économie ultralibérale où finalement tout le monde aurait sa chance. Eh bien, on a, face à cette économie libérale, construit des barrières très puissante à travers les droits de propriété. Ça s'est fait étape par étape et finalement,
peu vu et très peu présent dans le débat public. Depuis 40 ans. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la richesse des grandes entreprises mondiales, que ça aille des Facebook aux entreprises pharmaceutiques ou des biotechnologies, se fait sur l'accaparement qu'elles ont des connaissances et à travers du droit de propriété sur le savoir qui s'est à nouveau bâti récemment, notamment les bases de données, par exemple. Eh bien, ça ne fait que depuis 20 ans qu'il y a un droit de propriété dessus. Et donc, lorsque vous avez des propriétaires sur un certain nombre de connaissances, eh bien, ces propriétaires grossissent, deviennent des rentiers, des géants. Et donc, on est face à une économie plutôt de géants, comme finalement ce qui était la situation du capitalisme au début du XXe siècle. Alors, on a l'impression aussi d'une innovation permanente, avec, comme vous le disiez, chacun d'entre nous qui pourrait créer son entreprise. Vous dites, il n'en est rien. Et vous prenez un exemple, c'est Uber. Et là, c'est très intéressant. Qu'en est-il? Eh bien, écoutez, là, on parle souvent d'ubérisation de l'économie. Ce que l'on voit finalement, Uber, c'est qu'on a une entreprise nouvelle, mais qui, par les mécanismes de la nouvelle économie, qui sont les effets notamment de réseau, de réputation, eh bien, devient immédiatement un géant qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui s'installe dans le monde entier, de Paris à Londres, jusqu'en Afrique, à Nairobi, par exemple, et finalement s'impose et met toute une série de travailleurs sous sa coupe technologique. Alors effectivement, on n'a plus une relation de subordination, de salariat classique, mais on a une dépendance technologique de ces travailleurs. Donc il y a du nouveau, mais on se retrouve toujours face à des géants et des subordonnés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre livre la corrélation entre, en tout cas c'est celle que fait le système que vous dénoncez, entre le manque de compétences supposées des travailleurs et leurs revenus faibles. Et qu'à terme, en fait, certains métiers seraient voués à disparaître, à être remplacés par des robots. Là encore, vous dites qu'on est loin de la fin du salariat. Oui, on est certainement loin de la fin du salariat. Alors déjà, donc cette ubérisation demeure limitée, et le fait qu'on ait donc des entreprises de plus en plus grosses, eh bien, elles ont recours de plus en plus à des salariés. Et donc on n'est pas dans ce qu'on décrit souvent en France, la fin du salariat. Lorsqu'on regarde les États-Unis ou le Japon, on a eu jamais autant de salariés au sein de la population active. Au Japon, il n'y a que 4% d'indépendants. Aux États-Unis, il y a moins de 10% d'indépendants. Et donc, on est plutôt dans ce monde de relations. Et puis, le second point, c'est d'avoir conscience que l'ensemble de ces travailleurs, on a cette obsession de voir ces super producteurs de nouvelles technologies, mais c'est l'ensemble du monde du travail qui, aujourd'hui, fait la prospérité de nos économies. Et justement, vous appelez dans ce livre à remettre au premier plan les travailleurs et donc surtout leur travail, à mieux le prendre en considération. Voilà, oui, il y a tout un discours qui est extrêmement négatif. On dit que les personnes sont improductives, on dit qu'il n'y a du progrès technologique que dans ces high-tech, et puis que tous les autres, finalement, sont voués à la stagnation à la fois de leur productivité et donc de leur revenu. Et donc j'insiste sur le fait qu'il faut regarder chaque travailleur, chaque métier, et prendre conscience que chacun de ces métiers, eh bien, contient aussi une forme de gain de productivité low-tech, mais qui apporte à chacun un petit peu plus de richesse. Eh bien, vous avez un domaine qui est extrêmement simple, c'est par exemple les services à la personne. On voit que maintenant, on demande aux babysitters de s'occuper des devoirs, de souvent parler deux langues. On voit ça dans la plupart des grandes villes mondiales. On veut des babysitters qui soient à la fois francophones, anglophones. Et ça, vous dites, c'est un coût, il faut le rémunérer, en fait. Eh bien, tout simplement, ce sont des personnes qui ont des compétences supplémentaires. Ouais. Et pour répondre à votre question précédente qui était est-ce que c'est des robots qui vont remplacer ces personnes-là? Certainement pas. À la fois, le vieillissement de la population, comme ces nouveaux types de besoins, appellent essentiellement des humains et des compétences supplémentaires. Alors, outre votre livre, votre actualité, Philippe Askenazy, c'est que vous avez signé un appel avec 79 de vos confrères économistes pour sortir de l'impasse économique. Vous appelez notamment à un nouveau pacte productif, écologique et social. Sincèrement, c'est super intéressant sur le papier, mais est-ce que cet objectif peut rassurer tous ceux qui, par exemple, lors des élections successives,
se sentent laissés pour compte et votent pour des extrêmes? Écoutez, justement, une des raisons pour lesquelles qu'on a signé cette tribune, c'était d'appeler les politiques à un électrochoc. On se trouve partout en Europe, et même aux États-Unis, on le voit avec Donald Trump, une montée des populismes, qu'ils soient d'extrême droite ou pseudo de gauche, ou inconnus comme en Italie avec le mouvement 5 étoiles, ces populismes qui, in fine, menacent la démocratie. Donc aujourd'hui, il y a dans le court terme des solutions de politique économique. On met énormément d'argent partout en Europe pour baisser le coût du travail. Ça nous entraîne dans une spirale déflationniste qui finalement coule l'Europe. Eh bien, on peut changer de type de politique et mettre cet argent notamment sur des investissements vers le futur. Et un des horizons du futur dont on parle dans cette tribune, c'est celle de la transition écologique. Et là, on a certainement des centaines de milliers d'emplois qui pourraient être créés sur le court terme et redonner un horizon à l'ensemble des Français, puisque cette tribune était française, mais c'est un message global pour l'Europe. Les Français, dans un peu plus d'un an, choisiront leur nouveau président de la République. Qui, selon vous, est le plus à même ou la plus à même de porter ce pacte que vous présentez? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas d'ailleurs qui vont être les candidats. Plutôt que les personnes, c'est véritablement l'offre politique. Aujourd'hui, elle n'est pas présente, cette offre politique. Que ce soit celle que l'on prône, qui est plutôt une solution de redressement rapide, qui est celle qui est développée au sein de cette tribune, ou bien ce que je cherche à travers mon ouvrage, c'est-à-dire donner les bases pour reconstruire une pensée social-démocrate, ou bien purement libérale, par ailleurs, ça peut tout à fait intéresser les libéraux, et offrir un horizon de long terme. Donc il faut véritablement rebâtir aujourd'hui la pensée économique et politique. Vous êtes aussi chroniqueur pour le supplément économie du journal Le Français Le Monde. La boucle sera bouclée, mais est-ce qu'il est vrai ou exagéré quand on entend dire que la droite a rêvé de présenter une telle réforme du Code du travail et que la gauche, en tous les cas celle qui est au pouvoir aujourd'hui, le fait? Alors je ne sais pas si la droite en aurait véritablement rêvé, mais c'est très clairement la réforme que souhaitait le patronat français. Et ce que l'on a constaté, c'est que souvent le patronat arrivait à faire passer ces réformes par des gouvernements de gauche, plus que par des gouvernements de droite qui ont toujours peur de la rue. Et là, je pense que les 15 jours que se donne Manuel Valls, c'est pas tant Martine Aubry ou autre, que l'annonce de l'UNEF de mettre les étudiants dans la rue le 9 mars. On verra cela donc pour le printemps. Merci beaucoup Philippe Askenazi. Tous rentiers pour une autre répartition des richesses. C'est aux éditions Odile Jacob Économie. Merci pour votre éclairage.